Bienvenue au balado du Centre-Ville édition du mercredi 31 mars. Déjà, Max, le mois d'avril qui arrive dans quelques heures à peine. Et pour cette première du mois d'avril, Max, quoi de mieux qu'une bonne vieille tempête de neige? Espérons la dernière de la saison. Ou espérons que c'est un poisson d'avril. Ouais. Disons que j'ai hâte de me réveiller demain et voir si, s'il va neiger ou pas, mais on est dû, là. C'est le March Madness, c'est le temps du printemps. J'ai pas le goût de remettre mes bottes d'hiver, mon manteau d'hiver, Alex. Ah, je te comprends. Donc, édition très chargée du balado du Centre-Ville. Aujourd'hui, on aura d'abord, dans la première partie de l'émission, comme invité Peter Yiannopoulos. Il viendra nous parler notamment des Raptors, Andrew Drummond, LaMarcus Aldridge, qu'est-ce qui se passe avec les Celtics et nos Québécois dans la NCAA. Quincy Guerrier qui a vu son parcours avec Lawrence de Syracuse prendre fin au March Madness. Et Olivier Maxence Prosper qui changera d'université, vraisemblablement a demandé son transfert de Clemson. Et la grande vedette du jour, c'est Lugansdor parce que ce soir, tout juste avant le match qu'on présente d'ailleurs entre les Raptors de Toronto et le Thunder d'Oklahoma City, donc à 19h30, on vous présente un documentaire d'une durée de 30 minutes sur la vie de Lugansdor, sur son ascension dans le basketball. Et pour nous parler justement de son ascension, on a voulu inviter son ancien entraîneur, Nelson Ossé, qui est le directeur du basketball des Knights de Parc Extension. Donc, Nelson sera notre invité dans la deuxième portion de l'émission. Tout d'abord, on accueille Peter Yiannopoulos. Comment ça va, mon bon ami? Bonjour, les gars, ça va bien? Ça va Salut, bien, Peter. toi? Peter, donc, on n'a Excellent, pas eu excellent. la chance de te parler lors de la date butoir des transactions. Donc, tout d'abord, on aimerait un peu avoir ton avis sur ce qui s'est passé avec les Raptors. Est-ce que Masai Ujiri a employé la bonne stratégie en demandant beaucoup pour Kyle Lowry? Finalement, Kyle Lowry qui terminera la saison avec les Raptors de Toronto. On a échangé Norman Powell contre Gary Trent Jr., qui a connu des débuts plutôt difficiles. Ça a mieux été lors du dernier match contre les Pistons, mais essentiellement, quelle note tu donnerais à Masai Ujiri et aux Raptors de Toronto pour ce qu'ils ont fait à la date butoir des transactions? Mais je te dirais, je donnerais une note de B, pas plus que ça. Je pense que Norman Powell, on sait que c'est un joueur qu'on a cultivé, on a développé comme choix de deuxième ronde de UCLA, les Bruins. Je pense que Norman, il est bien content aujourd'hui pour les Bruins. Mais je pense que Paul est devenu vraiment un excellent marqueur dans la NBA, puis je pense qu'il connaît sa meilleure saison cette année avec les Raptors durant une année de contrat. Fait que pour lui, son agent, sa famille, on va le payer assez bien l'année prochaine. Fait que là, est-ce que tu peux te permettre d'avoir un Norman Powell à peu près à 20-22 millions déjà avec le noyau de Van Vliet, Siakam et OG Anunoby? Je pense que le contrat de OG Anunoby à 72 millions, il y en a qui aiment OG puis on adore son potentiel. Il y en a d'autres qui disent, écoute, le temps c'est maintenant qu'il doit produire, il doit être plus productif. Fait que, en recevant Gary Trent Jr. à 40% de la ligne de 3 points, 6 pieds 5, c'est un bon athlète. Je pense pas qu'il est le même joueur comme Norman Powell à ce stage-ci de sa carrière, mais défensivement, je pense qu'il y a des plus belles capacités de Norm. Fait que j'adore cet échange. Ronnie Hood, il va jouer quelques matchs ici pour les Raptors, mais on va pas le signer pour l'année prochaine. Fait que pour ça, je comprends. Kyle Lowry, écoute, je voulais toujours le garder. Je pense que c'est un guerrier. Je pense qu'il peut te donner encore beaucoup pendant 2 autres saisons, mais avec une équipe qui veut compétitionner pour un championnat, pas pour une équipe qui veut compétitionner peut-être pour la 10e place. Fait que c'est ça la réalité des Raptors présentement. Oui, tu devrais demander beaucoup pour un Kyle Lowry parce que c'est lui qui peut changer la donnée entre une victoire d'une série ou deux ou d'un championnat. Mais au bout de ligne, je pense que les Raptors, on doit penser, comme Masai l'a dit quand Kawhi Leonard est parti, on est ici pour gagner un autre championnat. Fait que pour gagner un autre championnat, ça prend beaucoup de joueurs, ça prend des joueurs où tu as une profondeur, c'est pas la situation présentement. Fait que, écoute, on va voir qu'est-ce qui va se passer à la fin de la saison. Peut-être on va utiliser ces bird rights, comme on dit. Peut-être une autre équipe va faire un sign and trade. Ça reste à suivre qu'est-ce qui va se produire avec Kyle Lowry. Parce que Max, pour le moment, les Raptors de Toronto s'enlisent vraiment. Donc, 14 défaites à leurs 16 derniers matchs. Et non seulement ça, les Raptors ont encore une fois perdu contre les Pistons de Détroit pour une 3e fois cette saison. Et là, on avait Siakam, Anunoby, Lowry, Van Vliet et Trent Jr.
à titre de 5 partants. Et tu as quand même échappé un match contre la pire équipe de l'Est. Qu'est-ce qui se passe avec les Raptors, Max? En ce moment, ils sont dans un mix de joueurs qui viennent de blessures. On a des joueurs encore sur la COVID qui ne peuvent pas jouer en Bembry, Paul Watson. Mais qu'est-ce qui manque en ce moment? Peter en a touché un peu, c'était un manque de profondeur. C'est bien beau avoir le 5 partants que tu viens de nommer, puis on va avec un 5 partants plus petit, là, donc on a Baines et Boucher qui viennent du banc. Mm-hmm. Mais encore une fois, je regardais les statistiques du dernier match, puis je regardais un peu le dernier match, puis c'était désolant parce que la première unité des Raptors est arrivée en force. Tous les joueurs ont marqué plus que 10 points, mais le banc s'est fait outscorer 65-24. T'as Rodney Hood qui a eu 7 points, Malachi Flynn 5, Chris 4. C'est pas assez. Si tu veux te rendre loin dans les séries, tu peux pas juste miser sur 5 joueurs. Tu as besoin d'avoir une profondeur. Il y a quelques années, on parlait du bench mob, comment ça l'a bien été, comment ça a aidé les carrières de Van Vliet et de Norm Powell. Mais en ce moment, les Raptors, il y a clairement un manque de profondeur. Là, je comprends qu'il y a eu, le mois de mars, il y a eu toutes l'adversité qu'on a pu avoir avec les joueurs qui sont allés sur la COVID, mais c'est le temps de passer à autre chose. Là. Le mois de mars finit aujourd'hui, les Raptors ne jouent pas, c'est correct. Il reste juste un match contre les Pistons. C'est fou là, de voir que les Raptors ont perdu 3 fois contre les Pistons, qui sont derniers dans l'Est, puis qui ont 10 victoires totales cette année, puis ils en ont 3 déjà contre les Raptors. Mais pour revenir à ta question, oui, moi je pense que le plus gros problème en ce moment, c'est un manque de profondeur. On a besoin d'une certaine constance aussi là, en termes qu'on a un 5 partants ou un alignement différent là, dans les 2-3 dernières semaines. On avait même Nick Nurse qui était absent à cause de la COVID, ses assistants aussi. Donc, on a juste besoin de revenir à la normale puis de voir un peu les Raptors comme on a vu là, contre les Nuggets. Là. Dans cette série de défaites qu'on a là, on a perdu 12 des 13 défaites, mais la victoire qu'on a, c'est contre les Nuggets, qui est une des meilleures équipes dans l'Ouest en ce moment. C'est ça le problème. On bat régulièrement les meilleures formations. On a des victoires contre les Bucks. On a des victoires contre les Nets également. Mais on va perdre 3 fois contre les Pistons, qui au total ont 13 victoires. Donc 10 victoires contre toutes les autres formations de la NBA et 3 contre les Raptors de Toronto. Peter, j'aimerais t'entendre maintenant sur la venue de Andre Drummond avec les Lakers, qui sera de la formation partante ce soir contre les Bucks de Milwaukee. Donc pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, donc ce mercredi, Drummond va obtenir le départ avec les Lakers. LaMarcus Aldridge avec les Nets de Brooklyn. Qui a eu l'avantage, la formation de l'Est ou la formation de l'Ouest? Mais juste pour revenir vite, qu'est-ce que Max a dit de la profondeur? Ouais. En 2019, les gars, quand les Raptors ont gagné le championnat, la deuxième unité, tu avais Van Vliet, tu avais Norman Powell, puis tu avais Serge Ibaka. Puis là, les Raptors, la deuxième unité, c'est plein de gars de contrat de 2 volets. Watanabe, Watson, t'as juste un boucher. Fait que il n'y a pas assez de talent pour les Raptors. C'est pour ça qu'ils sont dans la position où ils sont. Mais on peut parler de ça beaucoup, puis on va parler sur RDS aussi durant des matchs. Mais pour répondre à ta question, je pense que Drummond apporte un élément de rebond élite pour les Lakers. Je pense pas que c'est le meilleur joueur défensif comme joueur de centre, mais c'est un gars qui, 44 fois, il a eu 20 rebonds dans sa carrière. C'est quelqu'un qui va donner des deuxièmes et des troisièmes opportunités pour les Lakers. Puis qu'est-ce que j'adore pour cette acquisition, c'est que Anthony Davis ne veut pas jouer à la position de centre. Il veut jouer à la position de 4. Oui, vers la fin du match, on doit le mettre à 5 parce que c'est le meilleur aliment. Mais là, Davis est content parce qu'il doit pas jouer le centre. Puis là, Drummond, je pense qu'il peut être encore meilleur que Dwight Howard et JaVale McGee qui ont fait le boulot l'année passée. Marc Gasol, on ne sait pas, c'est pas le même joueur qu'il était il y a peut-être 3, 4 ou même il y a 2 ans. Fait que Drummond pour les Lakers, c'est incroyable. Chapeau à Rob Pelinka. Mais de l'autre côté, LaMarcus Aldridge, oui, c'est quelqu'un qui s'est fait repêcher numéro 1 en 2006, numéro 2 en 2006. Les Raptors ont pris Bargnani. Aldridge, c'est pas le même joueur non plus. On va pas trop parler de Primo Pasta de M. Bargnani, mais on va parler d'Aldridge. Aldridge, c'est quelqu'un quand même à 6 pieds 11, il peut donner des lancers du périmètre avec une belle efficacité. C'est quelqu'un que défensivement peut avoir des rebonds, puis il va garder son homme devant lui. Fait que s'il peut jouer, puis il va accepter le rôle de jouer à peu près 15 ou 18 minutes par match à côté de Blake Griffin, je pense que les Nets, j'adore. Puis eux autres, ils veulent gagner directement le championnat cette année.
il me semble que ça va être un duel Lakers puis Nets, mais faites attention parce que les Clippers jouent du excellent basketball. Ibaka, je pense Les qu'il va faire une Nuggets? grande différence. Ouais. Et les Nuggets, faites attention, Aaron Gordon avec Murray, Barton qui est en santé cette saison, puis Jokic. Puis dans l'Est, les Sixers, les Bucks, les gars, les séries, ça va être intéressant cette saison. Ouais. J'ai hâte de voir, Max, également, les Celtics de Boston, là, et on s'en est parlé plus tôt au téléphone parce que oui, on s'appelle chaque matin lorsqu'on a les balados et on se parle très tard le soir, la veille également. Mais du côté des Celtics de Boston, lorsque tout le monde est en santé, tu as 3 joueurs vedettes dans ta formation partante, Brown, Tatum et Walker. Et pourtant, c'est une équipe qui se cherche. Et les Celtics de Boston, là, on s'attend à ce qu'ils participent aux séries éliminatoires, mais c'est pas fait encore, là. C'est pas fait. Puis là, on a osé, on a pris un pari là, de donner plus de temps de jeu à Robert Williams à la position de centre. Mais tu l'as nommé, tes 3 joueurs vedettes, c'est tous des joueurs de périmètre. C'est qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur si on se pogne contre les Sixers puis un Joel Embiid. En ce moment, on a échangé Tice. Tristan Thompson est blessé, donc il n'est pas dans l'alignement à tous les jours. Protocole de COVID, ouais. Mais avec les protocoles de la COVID, excuse. Mais pour Boston, moi, je les vois plus haut qu'ils sont en ce moment. Là, en haut d'eux, on a Charlotte, on a New York, on a même les Hawks qui jouent bien depuis que leur coach s'est fait renvoyer, puis on a un nouvel entraîneur. Mais pour Boston, quel est l'état de santé de Kemba Walker? On sait que c'est un joueur fragile. Mais en même temps, moi, j'aime aussi l'acquisition d'un joueur comme Evan Fournier. Dans le match qu'on a montré à RDS, oui, il a connu toutes sortes de ratés. Je pense qu'il a fini Ça 0 n'a vraiment pas bien été, en ouais. 11 ou 0 en 10. Mais c'est quand même un joueur qui t'apporte du banc 15 à 20 points par match facile. Là. Les yeux fermés, peut-être pas son premier match, mais on va lui donner un peu plus de chance. Moi, mon seul problème pour Boston, c'est la position d'allié fort, la position de 4, la position de 5. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est un peu notre talon d'Achille. Mais Boston, dans une série 4 de 7, avec tout le talent que tu as au périmètre, ça peut être difficile. On les a vus l'année passée. Ils ont eu le numéro des Sixers. Ils peuvent se rendre loin. Mais c'est sûr, Kemba Walker doit être en santé. Et là, on mise beaucoup, beaucoup sur un joueur comme Robert Williams III. Peter, le temps file. J'aimerais t'entendre sur la situation de Quincy Guerrier et Olivier Maxence Prosper, nos 2 Québécois. Dans le cas de Quincy Guerrier, qu'est-ce que tu as pensé de son March Madness? Et on sait que Quincy Guerrier va tenter sa chance pour le repêchage de la NBA. Est-ce que son nom va demeurer là jusqu'à la fin? On ne sait pas. Peut-être qu'il va revenir avec Lawrence de Syracuse. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Et du côté d'Olivier Maxence Prosper, qu'est-ce qui a poussé Omax finalement à demander son transfert de Clemson? Mais premièrement, je pense que Quincy Guerrier a connu toute une année avec le Orange de Syracuse. Il a fait parmi les équipes d'étoiles du ACC. C'était le deuxième joueur avec le plus de points, 14 points et 9 rebonds. C'est quelqu'un qui a amélioré son côté défensif, beaucoup des grands blocs. Puis on sait que dans la défensive de zone, c'est un peu difficile d'avoir ces blocs, ces rebonds, mais je pense que Quincy a vraiment démontré des belles capacités de développement. Je pense que j'aurais aimé qu'il aurait touché un peu le ballon un peu plus en attaque, mais c'est difficile parce que quand tu joues une zone défensive, tu joues assez lent. Tu sais, le Orange ne jouait pas dans les 80 et 90 points par match, mais je pense pour lui, c'est une excellente décision. Il n'y a rien à perdre. Il n'a pas signé avec un agent. On va le regarder dans comment il va pratiquer, comment il va démontrer devant les équipes de NBA, puis après, on va lui donner du feedback. Est-ce que, écoute, on pense que tu peux être un des 60 joueurs repêchés, on pense que tu as une chance de jouer l'année prochaine, ou on va lui dire, tu as quelque chose que tu dois améliorer, tu vas travailler dessus, des opportunités, puis comme ça, il va prendre ce feedback-là, il ne va pas perdre d'éligibilité. Fait que pour moi, je pense que Quincy est dans une excellente position. Puis je pense que le Orange de Syracuse, on ne développe pas trop de joueurs de la NBA. Tu sais, avec cette défensive de zone, on ne sait pas si les joueurs peuvent vraiment jouer de homme à homme, la défensive. Je pense que Carmelo Anthony, en 2003, un des meilleurs
marqueurs de l'histoire de la NBA. Je pense que tu as Jeremy Grant maintenant avec les Pistons de Détroit. Mais il n'y a pas grand joueur de Syracuse qui sont dans la NBA. Puis je pense que Quincy, je pense qu'il va être un meilleur joueur s'il a le potentiel de jouer dans un style où il peut jouer homme à homme défensivement puis courir en transition. Mais bref, j'adore sa décision. Côté Omax, écoute, je pense que à Clemson, ça n'a pas vraiment marché. Il y avait une équipe vraiment de vétérans, puis je pense que l'entraîneur voulait gagner immédiatement. Puis il y a des entraîneurs qui ont dans la mentalité, puis Max le sait, qu'ils n'ont pas confiance à des recrues, des joueurs de première année. Puis il n'y a pas eu cette confiance de Omax. C'est un joueur polyvalent, il peut jouer plusieurs positions. Puis lui et sa famille a décidé, écoute, il pensait que c'est pas vraiment la meilleure situation de rester à Clemson pour jouer. C'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, des capacités de lancer le ballon. Il peut vraiment jouer défensivement 1 à 5. Puis là, il y a beaucoup d'équipes qui appellent ses parents pour avoir la chance d'avoir les services de Omax. Je te dirais, quand tu es 6 pieds 8, qui a joué pour l'Académie de la NBA au Mexique, je pense qu'Omax, il y a une décision assez difficile parce que cette décision va vraiment le propulser pour avoir une belle carrière de l'NCAA et son rêve de jouer dans la NBA. Fait que, mais c'est difficile, les gars, c'est la COVID. Il ne peut pas vraiment aller visiter toutes les écoles. Ça dépend des États où tu as le droit de visiter. Mais je pense qu'il va trouver un bon style de jeu pour Omax. Puis je m'entends une belle carrière pour lui l'année prochaine. Peter, on va parler avec Nelson Ossé dans un instant. J'aimerais que tu me parles un peu du documentaire sur la vie de Luguentzdorf, Respecte-nous. Et je sais que Nelson est un gars très humble, mais j'aimerais que tu me parles de l'importance de Nelson Ossé dans la progression de Luguentzdorf en tant que joueur de basketball. Non, mais c'est tellement important, Nelson, qu'est-ce qu'il a fait. Moi puis Nelson, on a fréquenté la même école secondaire. On se connaît depuis qu'on est tellement jeunes. Puis Nelson, il a dédié sa vie à aider les jeunes avec le programme de Parkex, Brooklyn Elite. Puis il y a plein de belles histoires, outre Luguentzdorf, avec des gens que Nelson aide, des jeunes joueurs qui ont de la difficulté des fois à la maison, sur le terrain, à l'école. Lui, il donne une opportunité. Lui, c'est la discipline. Puis il aide les jeunes joueurs à devenir des hommes quand ils vont quitter le programme. Fait que je suis tellement fier de Nelson, puis je suis tellement fier de Luguentz. Écoute, je le connais depuis qu'il est tellement jeune, puis c'était serré pour Luguentz de faire ce documentaire avec nous à RDS, parce que quand il est revenu à Montréal, il y avait une petite fenêtre de le faire, puis il a décidé de le faire pour nous. J'étais là, j'ai tout vu, mais quand j'ai regardé le documentaire, j'avais des larmes aux yeux, les gars. C'est tellement une belle histoire, puis c'est un jeune joueur humble, Luguentz. C'est un gars qui est fier de Montréal, il est fier de sa famille, il est fier de tout le monde. Il va dire bonjour, il va saluer tout le monde. Montréal, c'est sa ville. Puis là, c'est un joueur d'impact dans la NBA. Puis c'est pas un grand joueur de 6 pieds 10, 7 pieds que d'habitude. C'est plus facile de faire la NBA. C'est un garde, c'est un meneur. Écoute, je peux pas être plus fier de Luguentz. Puis tout le monde au Québec, regardez ce soir à 7h30. Vous allez avoir des larmes aussi. Peter Yiannopoulos, merci. Oui, papa. Oui, assurément. Je peux dire que j'avais les yeux mouillés également à la fin du documentaire. Merci beaucoup, Peter, pour ton temps ce matin. Merci à vous, Peter. Les gars. Bonne journée. Donc, merci beaucoup. Bye. Donc, comme tu l'as dit, c'est ce soir, 19h30, la grande première du documentaire Respecte-nous sur les ondes de RDS sur l'ascension de Luguentzdorf au basketball. Et l'une des personnes, justement, qui a contribué au succès de Luguentz, c'est certainement le directeur du programme de basketball des Knights de Park-X, son ancien entraîneur Nelson Ossé, qu'on entend dans le documentaire et qu'on a la chance également d'accueillir aujourd'hui au balado du Centre-Ville. Merci beaucoup, Nelson, pour avoir accepté notre invitation. Très content d'avoir la chance de discuter avec toi aujourd'hui. Je pense que tu prends une technique du côté du son de Nelson, c'est ça? On n'entend pas Nelson Ossé. Des choses qui arrivent quand on fait du direct comme ça. Exactement. C'est pas technique, ça arrive, il n'y a aucun problème. Mais ça, Max, pour toi, Max, qui n'a pas encore vu le documentaire, évidemment, je suis certain que tu vas être sur les ondes de RDS à 19h30. C'est un documentaire qui est vraiment très touchant parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne savent pas à quel point c'est difficile d'aller jusque dans la NBA.
les histoires personnelles des joueurs, on les entend pas nécessairement souvent. On comprend pas les sacrifices. On comprend pas que Lugansdor, par exemple, un 25 décembre, à place d'être à sa famille, avec sa famille, ben, il est dans un gymnase, puis il lance des ballons dans les paniers. Et comme le dit Peter, Lugan, c'est pas un joueur de 7 pieds. C'est un gars de 6 et 4. C'est un gars de 6 et 4 qui a appris la position de meneur en raison justement de sa plus petite taille. Euh, mais Lugan, c'est une histoire tellement inspirante pour les joueurs de basketball ici au Québec. Ben, c'est sûr. Puis, écoute, c'est tout un modèle, là. On l'a rencontré à quelques reprises. Moi, écoute, je suis encore un peu trop vieux. Je l'ai pas fréquenté, j'ai pas joué contre lui. Mais on va laisser là, Nelson arriver. Mais C'est j'ai ça. extrêmement hâte de voir le documentaire. Je suis pas assez pesant parce qu'il paraît que toi et Peter, vous l'avez déjà vu. Mais Ouais. c'est déjà sur le PVR à 7h30. Puis, Bon, je vais parfait l'écouter ça. après avoir couché les enfants, ça, c'est sûr. Nelson, donc encore une fois, merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. Nelson, tu as été le témoin privilégié, puis en fait, le mot témoin, je pense que c'est pas le bon. Tu as été un des acteurs du développement de Lugansdor, et lorsque tu vois d'où il est parti à l'âge de 12 ans à Parkex et ce à quoi il est devenu aujourd'hui, ça doit être un sentiment de fierté assez exceptionnel parce que je pense que les gens, comme je disais à Max, en regardant le documentaire, ils vont se rendre compte à quel point Lugansdor a mis les efforts, a fait des sacrifices et a surmonté tellement d'obstacles pour se rendre là où il est aujourd'hui. Écoute, je pense que tout d'abord, je pense qu'on donne beaucoup de crédit. On me donne beaucoup de crédit pour ce qui est arrivé à Lugans, mais je pense que la plupart le plus gros crédit revient à sa famille, lui et sa famille, puis sa mère, frères et sœurs qui ont cru en moi. Tu sais, souvent dans un athlète comme Lugans, des athlètes nécessairement qui ont le potentiel de Lugans, c'est souvent vu nécessairement où est-ce qu'il y a de la discordance nécessairement par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire pour aider le jeune le plus possible. Dans le cas de Lugans, ça a été facile. La famille m'a toujours facilité la tâche par rapport à lorsqu'il fallait le suspendre à l'école, lorsqu'il fallait prendre des décisions difficiles, soit le transférer d'école. Fait que c'est un travail d'équipe. On a travaillé ensemble, moi et sa famille, puis nécessairement, c'est ce qui fait que le succès de Lugans aujourd'hui. Nelson, tu as coaché des centaines de joueurs, sinon des milliers. Qu'est-ce qui rend Lugan si différent des autres et pourquoi il s'est rendu dans la Ligue versus peut-être les autres? Est-ce que tu as vu un talent inné dès le départ? Est-ce que c'était un diamant brut, comme on peut dire? Mais il y a principalement son physique, son talent physique nécessairement qui est exceptionnel. Tu sais. On en parle dans le documentaire, bâti comme un joueur de football. Ça, c'est sûr, j'en ai pas vu deux dans le programme. Mais il y a aussi sa persévérance. Ça, c'est un gars nécessairement que ça n'a pas tout le temps été facile. Tu sais. Écoutez, lorsque vous avez 14-15 ans puis que vous avez un Nelson aussi qui, 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 qui vous enlève le sport que vous aimez le plus, tu voyages 45, 1 heure de temps de route par jour pour venir juste étudier, puis tu n'as pas le droit de toucher un ballon, ça prend de la persévérance. Puis je pense que c'est cette belle qualité-là qui l'a aidé au repêchage lorsqu'il n'a pas été repêché ou nécessairement. Donc, en anglais, on dit il y a grind, mais c'est la persévérance t'aide aussi dans le grinding. Fait que je pense que c'est ce qui a aidé Lugans beaucoup. Je dirais Nelson, quand on persévérance. parle. Ouais, vas-y. Ouais. Je dirais Quand on persévérance. parle du programme de Parc Extension, Nelson OC, on entend un mot qui revient tout le temps, c'est la rigueur. Tu arrives 1 minute en retard, tu joues pas. Tu as des mauvaises notes, tu joues pas. Et je sais que tu es un entraîneur qui pousse ses meilleurs joueurs. Où tu traçais la ligne avec Lugans pour pas qu'ils se tannent finalement et qu'ils disent, regarde, tu sais quoi, Parkex, moi c'est fini, je veux plus jouer avec vous. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils demeurent avec vous et qu'ils comprennent que ben, tu faisais ça pour son bien? Mais je l'ai dit tantôt, Alex, c'est le sport familial. C'est souvent ce qui arrivait, c'est que je le suspendais, mais on avait des conversations téléphoniques après. Tu sais. Je le voyais, tu sais, ce jeune-là, nécessairement, il était jeune, à 14 ans. Lorsque tu te fais suspendre, c'est important, il faut aller le récupérer, le jeune. Puis en sachant que j'avais le support de la mère, je pouvais l'appeler. Je sais qu'il n'allait pas raccrocher le téléphone dans ma face, mais aussi, je sais que même s'il aurait voulu changer de programme, sa mère et ses frères et sœurs lui auraient dit, tu restes à Parquet, parce qu'ils savaient que je faisais la bonne chose pour lui. Tu sais, dans le fond, c'est tout ça. Tu sais, c'est que le, 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 le côté, je l'avais, on avait bâti une relation qui faisait en sorte que ni lui et ses proches
savait que ce que je faisais, c'était nécessairement pour son bien. Euh, Puis je pense que c'est ça, tu sais, c'est pas juste le sport, tu sais, on enlève le sport, mais lorsqu'on parle d'arriver en retard dans nos pratiques ou nécessairement au niveau de son comportement, des comportements de nos jeunes à l'extérieur du terrain, pour nous, c'est ça les jeunes de demain, tu sais. Pour nous, c'est un petit peu plus que le basket. On doit leur donner nécessairement des qualités qui font en sorte que dans le monde du domaine, dans le monde du travail, qu'ils vont pouvoir utiliser. Puis là, aujourd'hui, on le voit dans la NBA, ça n'a pas été facile pour lui, mais il y a des qualités qu'il a acquis les 7 dernières années qui lui permettent aujourd'hui de persévérer puis d'atteindre ses objectifs. Fait que ça n'a pas tout le temps. Des fois, il faut mettre de côté le sport pour aller pour un petit côté plus humain, nécessairement, pour aller rejoindre le jeune, pour lui apprendre des qualités, pour lui donner des qualités qu'il va pouvoir utiliser un peu plus tard. On a touché un petit bout, le fameux soir du repêchage, Nelson, tu étais avec Lugans. Peux-tu nous expliquer un peu toute la gamme des émotions dans laquelle vous avez passé dans cette soirée-là, du début jusqu'à la fin? Ouf, c'était difficile. Il y a toute la préparation, tu sais, genre aller magasiner, se mettre beau. Tu sais, dans le fond, on était tous excités, tu sais, à l'idée. Tu sais, tout indiquait que nécessairement que Lugans allait se faire repêcher. Tu sais, on parlait de fin du premier round ou peut-être début du deuxième round. Ça, c'était quasiment unanime, les agents qu'on a rencontrés. Euh, la soirée même en tant que telle au repêchage, je vous dirais, c'était émotionnel, que ce soit pour Lugans, sa famille, puis moi inclus. Mais on se reprit rapidement. Tu sais, lorsque je parle, ça- rapidement, lorsque Lugans a eu l'appel d'OKC, il ne s'est pas rabattu sur lui-même, il n'a pas cherché des excuses, il n'a pas essayé à blâmer son agent, à blâmer qui que ce soit nécessairement, ou à blâmer les GM de la NBA. Dès qu'il y a eu l'appel de OKC, c'était écoute, je prends l'avion demain, mais je veux prouver à 29 agents, à 29 GM de la NBA qui ont fait une erreur. Donc, c'est le mindset aussi. Il était déjà en mode solution la même soirée. C'était difficile, mais on a, j'ai apprécié le voir nécessairement en tant que jeune, un jeune de 20 ans, tout de suite se remettre sur ses pieds et dire, écoute, it's business time. Et puis, c'était la fête de sa mère, hein, à moins que je me trompe. C'était Il a le signé la fête repêchage. à sa mère, la journée qu'il a signé exactement. Le 24 juin, si je ne me trompe pas, je pense que c'était 2 jours avant. Et tu sais, je peux vous dire, le documentaire, justement, se termine avec le repêchage et après presque 30 minutes, avoir, comme je disais, tous les efforts, tous les sacrifices que Lugans a fait, que sa mère a fait également, là, c'est le seul bout où je suis venu les yeux pleins d'eau parce que je me disais, il a travaillé tellement fort toute sa vie pour arriver là, et là, il n'est pas repêché. Donc, tu sais, oui, ça te donne un gros coup sur le coup, justement, mais par la suite, ben, en connaissant Lugans, ben, tu sais qu'il va se relever et on a vu ce que ça a donné avec le Thunder d'Oklahoma City. Nelson, moi, je te dirais que la première fois que j'ai eu la chance de parler à Lugans, il y a quelques années, il était venu en studio tout juste avant un match de série de la NBA qu'on présentait. Et je me souviendrai toujours comment ça s'est passé. J'étais avec Peter et Max Paulus. On est dans la salle de maquillage. Et là, on jase avec Lugans. Et là, il lance tout simplement, les gars, moi, je vais être le premier one and done du Québec. Là, je me souviens, je suis avec Max, avec Peter. On se regarde et on fait comme, le premier one and done, ça n'a jamais été fait. Le gars, super sympathique, tellement confiant, mais c'est pas une confiance. C'est pas un gars qui est surconfiant, cocky, arrogant. C'est une confiance calme. Et c'est vraiment ça, je pense, qui fait son succès présentement dans la NBA. Mais chose certaine, est-ce que tu t'attendais à ce que défensivement, il soit aussi bon contre les Donovan Mitchell, contre les James Harden, et pas juste lors de la série, même en saison? Il a connu de bons matchs contre James Harden, même chose contre LeBron James. De voir ce petit gars-là qui est arrivé à 12 ans avec toi et de voir sa progression dans la NBA à défendre avec succès des gars justement comme James Harden, est-ce que tu t'attendais à ça aussi rapidement dans sa carrière? C'est sûr que je m'y attendais pas. Écoute, mais sauf que je suis pas surpris. Ça, Ouais. c'est sa mentalité.
Mais une chose que les gens ne savaient pas, c'est que Lugans, dans sa première année, ne pratiquait pas avec l'équipe. Lorsque tu as un contrat à 2 volets, ils doivent garder tes journées. Donc, c'est-à-dire que les pratiques comptent pour des journées. Donc, moi, le voir performer aussi bien nécessairement, puis aussi rapidement, puis on le sait tous dans le milieu du basket, Max, que les pratiques d'équipe au niveau de la défense, ça prend un synchronisme en équipe. La défense, c'est pas individuel au basket. Et le voir, malgré sans pratique, avoir ce genre de chimie avec l'équipe, puis performer aussi, ça démontre, moi, je pense que c'est un talent. Ça, je pense pas que ça s'apprend, ça. Parce que c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel. Tu pratiques pas, puis tu rentres dans l'équipe, on te pitch dans un match, puis tu réussis non seulement à garder les meilleurs joueurs de l'autre équipe, mais tu es aussi en synchronisme avec tes 4 coéquipiers sur le terrain. Je t'avouerais que jusqu'à aujourd'hui, je suis quand même impressionné, je ne le sais pas, puis j'y parle souvent, je lui demande comment il fait. Mais en même temps, moi, je pense que c'est inné en lui, c'est un talent, c'est quelque chose que je pense qu'on ne peut pas enseigner. Tu dis justement que tu lui parles souvent. Ta relation avec Lugans, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est père-fils, entre guillemets? Est-ce que c'est comme ton frère? Ta relation qui a grandi depuis toutes ces années-là, ça ressemble à quoi maintenant? Des fois, j'ai de la misère à le qualifier moi-même, Alex. Je pense que on dirait. Tu sais, il y a des jours où est-ce que je pense je peux lui donner des conseils qu'un père peut donner. Il y a des jours, je vais lui donner un conseil d'un frère. Il y a des jours, je vais lui donner un conseil de mentor. D'autres jours, ça peut être un conseil de coach d'entraîneur de basket. Ça va dépendre des jours. C'est ce qui fait qu'on a une si bonne relation. C'est qu'en tant que tel, j'ai pas besoin de mettre des gants blancs pour mettre certains chapeaux lorsque vient le temps de le mettre. Lorsqu'il a fallu le suspendre puis l'arrêter, ben, dans le fond, je jouais un rôle de plus de père de famille, mais lorsque venait le temps de le récupérer, puis d'y parler, puis de le motiver, c'est un rôle beaucoup plus de frère. Fait que ça va dépendre. Aujourd'hui, je t'avouerais, c'est plus un rôle de... Je suis à l'écoute, on se parle, puis je le motive. Des fois, il y a des meilleures journées que d'autres sur le terrain. C'est plutôt ça. Peut-être aussi, je l'accompagne aussi dans ses trucs à l'extérieur au niveau de ses contacts, de ce qu'il fait, de ce qu'il veut faire pour le brand door, qu'est-ce qu'il veut faire à Montréal, au Québec. Je le supporte, puis je donne un coup de main à lui et sa famille. Donc, c'est un petit peu ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais Oh oui, mon tout rôle à avec fait. la Oh, oui. famille, ça dépend des jours. Ça dépend des jours. OK. Max? Nelson, peut-être une dernière question de mon côté. Tu disais que tu as plusieurs chapeaux. Le chapeau de coach qui regarde Lugans en ce moment, puis on sait qu'il va s'améliorer, puis il a la détermination pour le faire. Qu'est-ce que tu penses qu'il doit s'améliorer le plus dans son jeu? Est-ce que c'est sa constance du tir de 3 points? Est-ce que c'est peut-être être plus impliqué offensivement? Qu'est-ce qui revient souvent là, dans les discussions que tu as avec lui? En tant que coach, Max, je dirais qu'il doit tout améliorer. La NBA, la NBA, on le sait tous, c'est un sport très ingrat. C'est le jour que tu es un petit peu trop confortable, mais tu as quelqu'un d'autre qui prend ta place. Donc, dans le fond, il faut constamment continuer à s'améliorer à tous les niveaux. Je dirais même défensivement, malgré qu'il est très dominant, mais il doit continuer à lire ses films nécessairement pour s'améliorer. Au niveau de l'offense, j'ai vu que l'équipe, une couple de fois, à l'absence de Shea, on lui a fait confiance, on a mis le ballon dans ses mains. On le permet de créer un petit peu plus. Je t'avouerais, c'est peut-être l'aspect qui doit continuer à travailler le plus, nécessairement. Juste pas être un joueur défensif, ce qu'on appelle un 3&D, un joueur qui shoot le 3 points nécessairement, qui joue la défense, mais je pense qu'il doit continuer à améliorer ses talents de meneur, nécessairement, parce que je pense que l'équipe l'a démontré, lui ont démontré nécessairement lorsque, même si Shea est dans l'alignement, mais il y a quelques moments dans le match qu'il va avoir le ballon dans ses mains, qu'il va devoir nécessairement être le meneur sur le terrain. Je pense que c'est les choses qu'il va améliorer, puis que je pense qu'il va travailler le plus cet été. Puis effectivement, au niveau du 3 points, être un petit peu plus consistant. Mais vous savez, c'est pas aussi difficile. On a vu Steph Curry au début de l'année shooter pour 20%, puis là, me présente, ça va mieux. Mais le basket, c'est un petit peu ça. C'est des up and down. Et aussi, il faut continuer à travailler, il faut aller dans le gym pour continuer à peaufiner ses talents. Donc, j'ai pas peur pour Lugans en tant que tel. Tu parles de son jeu comme meneur. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez transformé à l'époque cadet et juvénile
Lugansdor en tant que meneur de jeu et tous les obstacles, entre guillemets, que vous lui mettiez. Donc, je sais qu'il y avait quelques challenges, donc il ne pouvait pas nécessairement se rendre jusqu'au panier. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu cette histoire-là? Ouais. Mais c'est parce que de Benjamin à Cadet, je pense, Lou a grandi. Je pense que c'est parti de 6 pieds à 6 pieds 3 rapidement. Puis il est entré dans le gym en septembre assez costaud. Puis on voyait nécessairement, il sautait beaucoup plus haut que tout le monde. Il était beaucoup plus physique. Puis on avait une décision à prendre, soit le sauter de calibre, de cadet, de Benjamin à juvénile. Et après avoir discuté avec certains de mes entraîneurs, on trouvait nécessairement ce qui était mieux pour lui, surtout avec son corps, c'est de l'aider à se développer ses niveaux ses potentiels de meneur. Fait qu'on a décidé de jouer cadet. Je sais que dans le monde du basket au Québec, il y a plusieurs personnes qui m'ont interpellé en me disant hey, non, pourquoi tu ne le fais pas jouer un peu plus haut? Mais c'est parce que plus haut, on avait déjà un joueur dominant qui s'appelait Kevin Civil, qui jouait déjà, qui a joué à Montmorency, qui jouait déjà juvénile. Donc, Lugans n'aurait peut-être pas eu la chance de toucher trop ballon. Donc, on l'a joué cadet. Et quand même, il scorait des 25-30 points par match. Puis là, on est arrivé, je pense, après le deuxième, troisième match, on voulait plus qu'il score. C'était tu passes le ballon, puis quand tu es ouvert, tu shootes le ballon. Puis ça, c'était une façon pour nous, pour lui dire, il était déjà beaucoup plus gros, beaucoup plus costaud que tout le monde. Donc, c'était facile pour lui de se rendre sur le terrain. Mais là, lui demander à passer, puis à lire ce qui est un bon lancer, c'était un obstacle. Mais je vous avouerai, au début de l'année, c'était un petit peu plus difficile, mais à la fin de l'année, ça a cliqué. Puis c'est là qu'on a vu Ligan se développer, puis commencer plus à dribbler le ballon à l'extérieur, à prendre des décisions. Puis c'est là vraiment que il s'est développé en tant que meneur. Mais ça, en terminant, si les gens ont une chose à retenir du documentaire qui sera présenté ce soir, donc mercredi à RDS à compter de 19h30, qu'est-ce que ce serait? Wow! Je vous dirais, pour de vrai, pour avoir lu le reportage, puis je me suis moqué, mais je me suis moqué de Lou un peu. Je dis, c'est pas lui la vraie vedette dans le reportage, c'est sa maman. J'ai vu celui Ouais, de PSN sans la mère. Je vous avouerai, c'est ça montre quel genre de femme qu'elle est, puis ça démontre le caractère de Lugans. Je pense que c'est, en regardant le documentaire, on dit derrière tout grand homme, il y a une grande femme, mais dans le cas de Lugans, je dirais derrière tout, c'est le cas. Moi, c'est le côté émotionnel, c'est le côté basket de Lou. Je l'entends depuis les 3-4 dernières années, mais l'histoire de sa mère, je la connaissais pas, malgré qu'on se connaisse, ça fait longtemps. Fait que je me dis, là, je comprends pourquoi Lou il est ce qu'il est. Fait que ouais. donc, on va dire, dans l'histoire, c'est derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Exactement. Ouais, c'est vraiment elle qui est une des grandes vedettes de ce documentaire-là. Elle a élevé 5 enfants. Nelson Ossé, merci beaucoup pour ton temps et merci également pour ta collaboration chaque fois avec RDS. Elle est toujours très appréciée. Au plaisir de se reparler bientôt. Mais je voulais faire une petite motion de remerciement à toute l'équipe Ouais, d'RDS, ceux qui ont produit la vidéo. J'ai eu la chance de travailler avec eux autres. Les gars sont super. J'ai vu la vidéo, puis je l'ai lu. Écoutez, le montage, là, il est excellent. Et j'ai déjà hâte de collaborer avec vous autres sur d'autres projets. Merci, l'équipe d'RDS. avec, avec un grand plaisir, Nelson Ossé, directeur du programme de basketball de Parc Extension, des Knights de Parc Extension. On se reparle bientôt. Salut, les gars. Salut Merci. Nelson. Salut, Max. Max, maintenant, en terminant, c'est l'heure des héros et des zéros de Boudreau. Donc, on revient du côté de la NBA. Et on va commencer avec tes zéros. Pour la première fois de la saison, je pense que tu n'as pas le choix. Les Raptors de Toronto. Oui, écoute, je pense que de semaine en semaine, je veux pas pointer un joueur du doigt, donc mes zéros sont toujours fiés à une équipe. Le basketball, oui, c'est des talents individuels, mais c'est l'effort collectif, c'est toujours l'équipe qui vient avant le tout. Et malheureusement, écoute, un mois de mars extrêmement difficile pour les Raptors. Ils sont mes zéros des 2 dernières semaines, quoique je pourrais les prendre et les inclure dans le dernier mois. 12 défaites sur les 13 matchs, je pense 14 en 16. On a un électrochoc avec l'échange de Powell. Je pense qu'on a mis la barre peut-être un peu trop haute dans ce qu'on voulait pour Larry. Et là, on est, je ne veux pas dire pris avec lui, mais on doit vivre avec lui et son contrat pour la fin
Et Masai Ujiri l'a dit, hein, les joueurs qui ont en ce moment, là, tu peux pas demander à un Kyle Lowry, à un Fred VanVleet de tanker pour aller chercher un choix de repêchage. Je pense qu'ils vont, ils vont se Ben, tu battre, peux ils pas vont le demander, ressortir. mais c'est ce qui arrive naturellement présentement quand même. Ouais, c'est ça. Je pense qu'avec Peter, on l'a bien dit, là, il y a peut-être un manque de talent en termes de profondeur avec les Raptors, mais je suis encore confiant qu'ils vont peut-être arriver par la porte arrière là, pour les séries, puis peut-être surprendre, mais ça risque d'être extrêmement difficile. Maintenant, Max, en terminant, tes héros de Boudreau. Le héros Boudreau, écoute, c'est comme qu'on aime l'appeler, le Charles Barkley 2.0 ou le Charles Barkley gaucher dans un corps de LeBron James, Zion Ou la Williamson. ballerine de 300 livres. La ballerine de 300 livres, comme tu l'as bien nommé lundi. Je regardais le match, puis c'est incroyable. Là. Zion Williamson, à chaque fois, je me dis, Dieu a fait un corps humain avec ses talents athlétiques-là. Écoute, j'ai pas d'autre mot qu'il y en a juste un sur la Terre. 28 points par match lors des 2 dernières semaines. Il tire à 64% en moyenne. Puis là, oui, c'est souvent des dunks, des lay-ups, mais c'est pas comme s'il réussit 2 en 3 ses tirs. Là. Il est 11 en 17 de moyenne. Donc, il est capable de réussir avec un haut taux d'efficacité. Puis là, c'est plus comme si c'est sa première année que tout le monde ne le connaît pas. Là. Les défensives se sont ajustées contre lui. C'est juste que c'est une force brute. Je pense que c'est le joueur qui a le deuxième saut. Donc, lorsque tu manques ton lancer, puis tu sautes la première fois, tu ratterris, puis tu ressautes, je pense que c'est le joueur le plus rapide que j'ai vu de ma vie à avoir ce deuxième saut-là. Et il est le fun à voir. Malheureusement, son équipe là, joue pour 500. J'aimerais ça les voir un peu plus loin parce que Zion Williamson, c'est tout un talent brut. Là. Comme on parlait avec Nelson, il disait Lugans a le talent physique. Ben, je pense que Zion Williamson aussi, là, sans dire qu'il est né à 6 pieds 8, 300 livres, là, mais il a eu cette force brute-là, ce talent physique-là là, dès un jeune âge. Ouais. Merci beaucoup, Max. Encore une fois, ça a passé très vite. Très heureux de co-animer ce balado avec toi. On vous rappelle notre prochain rendez-vous. Ce sera mercredi le 14 avril. Et d'ici là, on vous rappelle que le documentaire Respecte-nous sur la vie de Luguentz-Dor sera présenté ce mercredi à compter de 19h30 sur les ondes de RDS. Ce sera suivi du match entre les Raptors et le Thunder d'Oklahoma City. Malheureusement, Luguentz a subi une commotion cérébrale samedi dernier contre les Celtics de Boston, alors qu'il est entré en contact avec Jaylen Brown. Donc, ne devrait pas, du moins, disputer le match de ce soir contre les Raptors de Toronto. Donc, on va suivre l'évolution de cette blessure-là du côté de Luguentz-Dor. Très heureux d'avoir eu la chance de parler à Peter Yiannopoulos, Nelson Ossé également. Et pour voir ou revoir des extraits balado du centre-ville, on vous invite à vous rendre sur le rds.ca. Allez également sur l'application iHeartRadio et iTunes, Spotify, etc., etc. Bref, toutes les applications où vous pouvez entendre des balados. C'est donc Alexandre Tourigny qui, pour Max Boudreau, Nelson Ossé, Peter Yiannopoulos et toute l'équipe technique, vous souhaite une très belle fin de journée. Et on se retrouve dans 2 semaines, donc mercredi le 14 avril pour une autre édition du balado du Centre-Ville.